Météo et climat, plus rien ne va. Madame, monsieur, bonsoir. Bienvenue dans QR L'Actu. On est ravis de vous retrouver pour cette nouvelle saison avec, on l'espère, des thèmes d'actualité qui pourront être plus variés que précédemment. C'est donc la météo et le climat qui nous occupent ce soir. Et nos premiers invités sont François Massonnet, climatologue à l'UC Louvain. Un autre climatologue nous a rejoint, c'est Xavier Feitweis de l'ULiège. Deux citoyens également avec nous à distance. Ils vont intervenir pour interpeller nos experts sur cette thématique. On accueille Jonas Delmarmol de Grand-Rosières et on accueille également Mehdi Bouzagla de Heure-le-Romain. C'est en région liégeoise, je pense. On va commencer avec la première question. Et ce sera une question écrite envoyée via la page Facebook de l'émission. Elle nous est envoyée par Marc et qui s'interroge sur ce qu'on vient de vivre, cet été qui n'en a pas vraiment été un. À un mois de l'automne, c'est déjà l'automne. Les arbres perdent leur feuillage. Ne nous étonnons pas de voir les oiseaux migrer beaucoup plus tôt. Si cela continue, on aura eu de la pluie durant un an, de novembre à novembre. La fin de nos beaux étés, monsieur Massonnet ? Sans doute, en tout cas la fin des étés tels qu'on les a connus, parce que on a observé dans les étés précédents, celui-ci, mais les étés des années précédentes aussi, les deux grands traits qui vont un peu définir les étés à venir, c'est-à-dire des vagues de chaleur sans doute à répétition, donc des fortes températures, mais aussi, et ça c'est quelque chose qui est prévu depuis très longtemps par les modèles qui servent à faire les projections climatiques, des précipitations qui peuvent être extrêmement intenses, c'est-à-dire qu'il peut pleuvoir beaucoup plus en une quantité de temps donnée que ce qui pouvait pleuvoir il y a 10, 20 ou 30 ans. Il faut s'attendre donc à des perturbations maintenant en juillet, soit très chaud, donc soit un temps très déréglé. Voilà. L'autre chose qu'il faut un peu faire quand on fait de la climatologie, c'est toujours prendre un peu de recul. Et quand on regarde la Terre pendant l'été, en fait, il a fait extrêmement chaud. Le mois de juillet a été le plus chaud sur Terre. On a eu des canicules un peu partout dans le monde. Donc l'Europe a été plutôt une exception qu'une règle ici. Et les feux qu'on a eus en Grèce, les vagues de chaleur au Canada nous montrent qu'en fait, quand on prend la moyenne globale, on reste sur des valeurs très très chaudes. Jonas Delmarmol, on prend la direction de Grand-Rosières. On vous écoute pour votre question. Oui. Alors ma question, c'était comment ça se fait que maintenant, en été, cet été, il a fait moins chaud que les autres étés. La question, c'est pourquoi, voilà. Alors, outre cette question du dérèglement et des phénomènes très particuliers qu'on a connus, on va y revenir. Là, on parle bien de la question des températures, avec cette impression en Belgique qu'on a vraiment grelotté. Hier, je crois qu'il faisait 13 ou 14 degrés. Normal ou pas normal ? Normal, évidemment. Ici, l'été est une exception, comme François l'a bien dit. C'est une exception parmi les étés qu'on prévoit. Les étés qu'on prévoit, on annonce dans 20 ans plus 2 degrés. Et le réchauffement sera même plus fort en été qu'en hiver en Belgique. Et donc, c'est une anomalie qui n'illustre pas cet été, l'été qu'on va avoir. Et 2019-2020, par contre, ce sont des étés qui ont été beaucoup plus chauds, quoi. Autre question, Jonas Delmarmol. Vous habitez toujours Grand-Rosières, ça n'a pas changé. Oui, mais là, on va changer de saison. Par contre, vous avez parlé de l'été, vous voudriez bien un peu parler de l'hiver. Oui, pourquoi en hiver, j'ai l'impression que ces temps-ci, il neige moins en hiver qu'il y a longtemps, voilà. Mais oui, ils sont où, nos Noëls blancs, nos hivers blancs ? Maintenant, ils se contentent principalement à la Haute-Ardenne. Et il est clair que d'ici 20 à 30 ans, en Basse-Belgique, donc à 200 mètres d'altitude, on n'aura quasi plus de neige en hiver si le réchauffement climatique se poursuit comme maintenant, quoi. Et vous parlez de la Basse-Belgique, donc, mais pour ce qui est de nos hauteurs... Les hauteurs, on prévoit en 2040 une diminution de l'enneigement de 30 à 40%. Ce qui veut dire combien de jours de neige par an, par exemple, en Ardennes ? La Haute-Fagne, c'était typiquement 3 mois de neige le siècle précédent. Ici, on sera à d'un mois d'enneigement. Solide évolution, un peu inquiétante, effectivement, en ce qui concerne nos hivers. Et je vois que ça ne vous rassure pas, effectivement, et il y a de quoi. On continue avec la question suivante. Elle nous est envoyée par Eric, toujours via la page Facebook de l'émission QR. Non, ce n'est pas une catastrophe naturelle. On parle ici des inondations. On a été un peu surpris par ce message, parce qu'Eric nous dit que c'est la faute du barrage de Penne qu'on a relâché sans prévenir les gens. Sans parler de cette polémique, qui, je pense, aura d'autres suites, et notamment peut-être devant l'un ou l'autre tribunal, puisqu'il y a des plaintes en cours, semble-t-il. On va parler de cette évolution du climat. Ce ne serait pas ce qu'on a vécu cet été, une catastrophe naturelle, ou au contraire, ça en est une ? Mais c'en est une dans la mesure où on a une conjonction de plusieurs facteurs qui mènent à un événement qui est hors des normes, donc qui est extraordinaire au sens premier du terme. Mais tous les facteurs qui viennent jouer ne sont pas nécessairement climatiques. D'abord, il faut la présence d'une dépression, ce qui est météorologique, et on y est pour rien. C'est quelque chose qui a toujours existé. Il faut évidemment un facteur climatique qui va venir pouvoir stocker plus d'eau dans l'air, parce que quand il fait plus chaud, on peut avoir plus
plus d'eau dans l'air et donc précipiter plus d'eau. Mais il y a aussi des facteurs qui sont purement, on va dire, liés à l'aménagement du territoire. Par exemple, le fait qu'on a rasé des forêts pour mettre du béton, ça va favoriser le ruissellement et venir gonfler les rivières beaucoup plus rapidement et mener aux conditions qu'on a connues. Donc il faut bien se rendre compte que c'est vraiment cette union, cette conjonction de trois facteurs qui va venir expliquer l'intensité de l'événement. Avec aussi, dit-on, des évolutions très rapides auxquelles on assiste aujourd'hui et qui sont plus rapides que ce qu'on connaissait avant. Et c'est ce qui peut expliquer parfois la violence de certains phénomènes. Oui, en effet, l'augmentation de ces événements est en fait en train de sortir de l'enveloppe de tout ce qu'on a connu par le passé. Et c'est vrai pour les températures, c'est vrai pour les précipitations sur plusieurs régions. Et donc, on parle bien de facteurs qui ne sont plus dans la variabilité naturelle du climat et qui en sortent. On reviendra sur cette question de l'évolution, de ce que subit la planète et de sa manière de gérer justement ce qu'elle peut encore gérer ou pas. Mais on va se tourner vers Mehdi Bouzagla. Vous êtes étudiant en sciences politiques. Vous, ces inondations, ça vous a frappé parce que vous avez l'impression qu'il y a quelque chose qui est en train de changer, m'avez-vous dit, dans la manière dont il va falloir gérer maintenant celles et ceux qui ont été touchés par les inondations ou celles et ceux qui pourraient être touchés à l'avenir. Bonsoir, oui, ce qui m'a frappé, c'est vraiment les conséquences qu'ont eu ces inondations. Il y a des personnes qui ont malheureusement perdu la vie, il y a d'autres personnes qui ont perdu tous leurs biens matériels jusqu'à leur maison. Alors ces dernières semaines, on parle énormément de reconstruction. On veut construire des maisons plus résistantes face à ce genre de phénomène, mais est-ce qu'il serait vraiment judicieux de reconstruire dans ces zones inondables? Car comme M. Massonnet le dit, ce genre d'épisode peut se reproduire, mais également, est-ce qu'il n'y aurait pas une prise de conscience au niveau de la population, c'est-à-dire que les dérèglements climatiques ne touchent pas uniquement on va dire les pays du Sud, les pays plus pauvres également, mais à notre échelle en Belgique, nous pouvons être également touchés. Donc est-ce que cette prise de conscience est assez profonde dans celle de la population? Vous parliez tout à l'heure de M. Bouzagla, je vais me permettre de rebondir sur vos propos en préparation de cette émission. Est-ce qu'en Belgique, avec ce qu'on vient de connaître dans les inondations, on est en train de connaître chez nous les premiers réfugiés climatiques, celles et ceux qu'il faut déplacer de certains territoires tout simplement parce qu'ils ne peuvent plus y vivre? Oui, mais comme l'a dit M. Bouzagla, on est en train de vraiment se faire rattraper par les changements climatiques. Ce qui nous semblait être très lointain il y a encore 5 ou 10 ans est vraiment à notre porte et même en train de toucher un nombre grandissant de citoyens. Je pense qu'on connaît tous ici quelqu'un qui a été affecté d'une manière ou d'une autre par ces inondations. Et la notion de réfugié climatique, qui de nouveau était peut-être un peu diffuse ou un petit peu lointaine et qu'on pensait être réservée pour la deuxième moitié du siècle, est peut-être à nos portes. Donc oui, il ne faut pas être léger sur les mots, on est peut-être en train d'arriver à ce stade-là. Et il ne faudrait pas croire que ça ne concerne que le sud du pays. Oui, effectivement, en Flandre, mais c'est à beaucoup plus long terme, évidemment. Mais eux, ils sont sensibles à la hausse du niveau des mers, et notamment en Belgique, on est très sensible à une déstabilisation de l'Antarctique. Si l'Antarctique se déstabilise, les eaux de l'Antarctique arriveront chez nous, et donc évidemment, en Flandre, il pourra avoir des conséquences qu'il faut anticiper maintenant. Ça veut dire que dans quelques dizaines d'années, on pourrait envisager des changements d'habitat, des déplacements de population, parce que la montée des eaux risque de menacer en partie les côtes de la Flandre. Les côtes de la Flandre, oui. Et principalement, par exemple, la ville d'Anvers, en fait, toute la vallée de l'Escaut, parce que l'eau de mer pourrait remonter par la vallée de l'Escaut, donc toute cette zone-là est en danger. Ce sont effectivement des conséquences qu'il faut garder à l'œil. Que pensez-vous, vous, justement, de ce qui est en train de se passer, de ces phénomènes climatiques? Vous pouvez voter, vous pouvez continuer à voter d'ailleurs. Il y a un petit QR code qui devrait normalement apparaître dans le bas de votre écran. Ça vous permet en principe de scanner l'application. Si ce n'est pas fait, c'est pas grave, c'est l'émission de rentrée. On récupérera tout ça pour les autres émissions. Mais donc, vous avez pu voter et on découvre le résultat. Quelle est votre analyse de ces phénomènes liés au climat? Mais pour 46%, ça va empirer. Ça va devenir une habitude. Pour 41%, c'était exceptionnel et ça ne se répétera pas pour plus de 12%. On va prendre l'opinion de quelqu'un, justement via l'application Opinion qui nous a contacté. C'est Guy, qui a des doutes sur ce qu'on appelle les changements climatiques. Il nous dit que ce sont des phénomènes naturels dans l'histoire de la Terre. Il y a eu des périodes de grand froid et d'inversion de l'axe de la Terre. Il parle évidemment de ce phénomène de magnétisme terrestre. Est-ce que c'est vraiment ça le problème et qui fait qu'on ne doit pas dire que ce sont des phénomènes climatiques tout à fait exceptionnels et que c'est simplement la planète Terre qui tourne comme elle a toujours tourné? Soyons bien clairs. Le climat a toujours changé, oui. Le climat n'a jamais changé aussi rapidement qu'il l'a fait dans toutes les reconstructions qu'on a. Ça, on est d'accord aussi. Donc on est certain que le climat a toujours changé. On a même eu des températures plus élevées qu'actuellement. Mais c'est le rythme auquel le climat change actuellement qui excède tout ce qu'on a observé par le passé, au moins d'un facteur 10. Pour vous donner une idée, les variations classiques de température sur Terre, c'est
typiquement de l'ordre de 1 degré tous les 1000 ans. Ici, on parle de 1 degré sur le dernier siècle et les projections climatiques nous parlent de, au maximum, 4, 5, voire 6 degrés sur le siècle à venir. Et la Terre peut gérer ça, elle peut s'adapter ou bien là, c'est peine Alors, perdue. c'est ça toute la question, c'est que quand on a des stress sur les températures qui sont relativement lents, les espèces, à la fois la faune et la flore, ont le temps de s'adapter. Mais quand on parle d'un rythme 10 fois plus élevé, voire 15, 20 fois plus élevé que ce qu'on a connu, non, il y a un problème clairement d'absence de résilience de certaines espèces qui va mener à l'extinction de certaines espèces, à des poussées migratoires dans le cas des humains ou des changements d'habitat pour certaines espèces animales. Et ces espèces ne sont pas capables de soutenir ce rythme-là. On verra avec vous tout à l'heure en fin d'émission, M. Fetouet, ce qu'il en est de l'avenir de l'homme, évidemment, dans tout cela. La question suivante, elle est pour vous d'ailleurs, et c'est une question qui nous a été envoyée, là encore, via nos réseaux sociaux, par Cécile. Cela ne fait que commencer. Alors, elle parle des phénomènes qu'on a connus cet été. Ouragan, encore une fois, tempête, inondation, incendie, il y en a eu énormément. Le pire est à venir, parce que ce qu'on a connu là aurait été très doux. C'est vrai, le pire est à venir ou on peut être un peu moins... Non, effectivement, le réchauffement climatique, plus il fait chaud, plus un événement est extrême. Un bel exemple, c'est un ouragan. Un ouragan, il va puiser son énergie dans l'océan. Plus l'océan est chaud, plus l'ouragan sera fort. C'est le cas de Hilda pour le moment, par exemple. Et en Belgique aussi, les étés vont devenir beaucoup plus caniculaires. Et le problème, ça va être la sécheresse. Et comme François Massonnet l'a bien dit, le problème sécheresse versus les pluies extrêmes, quoi. Donc il faudra vraiment faire face à ces deux événements-là. On se retourne vers vous, Monsieur Bouzagla. Encore une petite question, parce que forcément, ce dont on vient de parler ici, ce sont des projections, c'est quelque chose qu'on envisage, si rien ne change. Or, on nous promet que les choses vont changer. Vous vous interrogez finalement sur la prise de conscience aujourd'hui des citoyens de cette planète. Oui, c'est sûr, parce que quand on parle de dérèglement climatique, on a toujours l'impression que les conséquences elles vont se ressentir ailleurs, loin de chez nous. Et là, ici, maintenant, on les a fortement ressenties. Et donc, c'est vrai que s'il n'y a pas une prise de conscience au niveau de la population, mais aussi au niveau des politiques, on ne sait pas comment est-ce qu'on va gérer ça à l'avenir. Et donc, c'est ça l'enjeu, c'est qu'il y ait une prise de conscience à tous les niveaux de pouvoir. Est-ce qu'elle existe? Est-ce qu'elle est suffisante, cette prise de conscience? Puisque justement, M. Bouzagla vient de parler de niveau de pouvoir. Je pense qu'elle est en train de se réveiller. Il faut bien se rendre compte qu'on a un problème, sans doute le plus gros problème qu'on ait eu de l'histoire de l'humanité. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on sait très bien ce qui nous arrive, on sait très bien ce qui nous attend, et on sait très bien comment on peut jouer sur ce qui va nous arriver. Et autant il y a 10 ans, j'avais encore des doutes, parce que dans l'opinion publique, dans l'opinion médiatique, il n'y avait pas cette conscience climatique. On est maintenant avec les accords de Paris, qui visent à maintenir la hausse des températures de 1,5 à 2 degrés, ou en tout cas à moins de ça. On a des plans de relance aux États-Unis, en Europe, un Green Deal, qui vont nous permettre de mettre en œuvre des politiques ambitieuses. Poudre aux yeux ou réelle ambition, selon vous? Parce que moi, j'ai l'impression que des plans climat, j'en entends tous les 2 ans, voire tous les ans. Finalement, il n'y a pas grand-chose qui change. En tout cas, des plans climat de cette envergure-là, je crois que c'est vraiment inédit. Et comme on l'a évoqué en début d'émission, le fait qu'une frange de plus en plus large de la population est directement concernée par ces menaces climatiques et que ce n'est plus quelque chose qui se passe à l'autre bout de la planète, je pense que ça va être quelque chose qui va changer les opinions. C'est terrible de se dire qu'on peut être optimiste parce que tout le monde va être touché. Tout le monde va être touché, effectivement. Oui. Mais ce sera à nous de limiter la casse, entre guillemets, et de limiter le réchauffement. Mais je crois qu'il ne faut pas non plus être trop pessimiste. On parle souvent du pouvoir, des grands de ce monde qui doivent décider. On doit aussi parler des citoyens. Il ne faut pas toujours tout rejeter sur monsieur et madame tout le monde, mais de temps en temps, c'est nos comportements aussi qui sont en cause. Oui, je crois qu'il faut... c'est la goutte d'eau dans l'océan. Je crois que tout le monde a apporté la goutte d'eau dans l'océan et toute action est la bienvenue pour contrer le réchauffement climatique, ça c'est clair. On va jeter un petit coup d'œil justement à ce qui nous attend. Je voulais qu'on parle, parce qu'on a parlé de la menace sur les espèces animales, on a reçu des questions aussi qui concernent l'homme. Combien de temps est-ce qu'il l'espèce humaine reste à vivre sur cette planète? 20, 30, 40, 50 ans. On trouve que le pronostic est un tout petit peu pessimiste, mais regardez, on a quand même posé aussi la question via Opinio. Mais ça y est, le QR code est apparu, donc vous pouvez continuer à voter. Mais voilà, encore des chiffres intéressants. Oui, l'espèce est menacée, mais pas avant des centaines d'années pour plus d'une personne sur 2. Il y a quand même près d'une personne sur 4 qui pense que ça peut arriver avant 2100. Une personne sur 5 presque pense que c'est un fantasme absolu. Vous pensez qu'effectivement, il y a quelque chose de correct dans les propositions qu'on a formulées là, ou il n'y a pas non, je crois que c'est la première solution, clairement. L'homme va s'adapter, l'homme va
je dirais qu'on montre, dans les scénarios les pires, on monte 2100 et des réchauffements de plus 5, plus 6 degrés. Je pense qu'on n'arrivera jamais à ça. Et aussi, il faut se dire qu'on parle souvent de points de non-retour qui pourraient être atteints et ainsi de suite. C'est si on a un réchauffement durable pendant dizaines d'années de plus 2, plus 3 degrés. Mais ici, on peut avoir une pointe à 2,5 degrés et puis revenir à un climat plus normal. Et à ce moment-là, il n'y aura pas de souci, quoi. Et puis l'homme a déjà montré ses facultés d'adaptation dans l'histoire de l'humanité. Voilà. Et le trou de la couche d'ozone, ben voilà, c'est un bel exemple. Il y avait un trou de la couche d'ozone. L'homme s'est rendu compte qu'il y avait un problème. On est en train de boucher. Donc l'homme peut faire quelque chose. Allez, on peut y arriver quand on veut et on verra si on veut justement arriver à ces résultats-là. Un grand merci à tous les deux d'avoir été avec nous. Un grand merci à nos deux téléspectateurs d'être intervenus depuis chez eux avec des questions pertinentes qui correspondaient à ce qu'on a beaucoup lu en préparant cette émission aujourd'hui. Merci à vous de nous avoir suivis. Puis aussi un grand merci à toute l'équipe. Je vous laisse avec la suite du programme. C'est un film qui va vous parler un tout petit peu de la rentrée scolaire. C'est un drame social, je ne vous le cache pas. Ça s'appelle Primaire. Et à propos de rentrée, il y a la tribune qui fait la sienne ce soir. Benjamin de Seningue vous attend à 20h30 sur Tipeee. Je vous souhaite une excellente soirée. On se retrouve mercredi soir pour QR Le Débat.